Mesdames, Messieurs, chers amis du PISAI, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Père Diego Sarrio, président de cet institut pontifical. Au nom de tous mes collègues, je vous remercie de votre présence à cette deuxième conférence publique du PISAI pour 2019. Chaque année, le PISAI organise une série de conférences publiques en langue italienne, anglaise ou française sur des questions relatives au monde musulman ou bien sur des questions concernant les relations islamo-chrétiennes. Il y a un mois, exactement le 17 janvier dernier, le professeur Vasco Fronzoni de l'Université L'Orientale de Naples nous a parlé sur les débats et les changements juridiques dans certains pays à majorité musulmane autour de la violence vis-à-vis des femmes. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous continuons sur la question des femmes, mais sous un autre angle. Il s'agit de la croissante revendication des femmes musulmanes pour participer de plein droit à la réflexion religieuse, un domaine qui leur a été traditionnellement refusé. En effet, depuis quelques années, un groupe de théologiennes, sociologues et islamologues musulmanes remet en question un modèle d'interprétation des textes religieux dictés par les hommes. Et pour nous introduire ce soir à cette question, nous avons invité la professeure Amel Grami, qui ne nous parlera pas simplement sur une dynamique qu'elle connaît de l'extérieur, mais à laquelle elle participe à la première personne. Amel Grami est née à Béja, une ville du nord-ouest de la Tunisie. Elle est islamologue et professeure en études du genre à la faculté de lettres, arts et humanités de l'université de la Manouba en Tunisie. Elle est membre de la Women's Alliance for Security Leadership, qui fait partie du réseau International Civil Society Action Network for Women's Rights, Peace and Security, fondé en 2006. Le 13 août 2016, le président Beji Caid Essebsi lui a décerné la médaille de l'Ordre de la République à l'occasion de la Journée nationale de la femme. Et pendant plusieurs années, Amel Grami a participé aux travaux du GRIC, groupe de recherche islamo-chrétienne, né en 1970 à l'initiative d'un groupe d'universitaires chrétiens et musulmans. La professeure Grami est auteure de nombreuses publications, parmi lesquelles on peut mentionner son étude sur la question de l'apostasie dans la pensée islamique moderne, publiée en arabe en 2006, puis traduite et publiée en anglais en 2014, Apostasy in Contemporary Islamic Thought, et en français, L'apostasie dans la pensée islamique moderne, paru en 2017. Elle est aussi auteure d'une importante étude sur la différence des genres dans la culture arabo-musulmane, publiée en arabe en 2006, et d'une autre étude sur les femmes et le terrorisme, en collaboration avec Moni Arfaoui, parue en 2017. Après sa présentation, nous aurons un moment d'échange avec notre conférencière et la possibilité de lui poser des questions. Cher professeur, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous ce soir et à vous la parole. Je suis ravie d'être parmi vous et je tiens à cette occasion à remercier le Père Diego et Lisa pour cette invitation. Et donc j'espère que vous allez avoir une séance instructive et un débat fructueux. La thématique dont je vais vous parler, c'est femmes et savoir religieux. Et comme vous voyez, c'est au pluriel, parce qu'il ne s'agit pas d'une femme musulmane qui
travaillent sur le texte religieux, mais il s'agit de plusieurs femmes, donc peu importe leur idéologie ou leur catégorie d'âge ou leur classe, l'essentiel c'est que toutes s'investissent dans le savoir religieux, d'où cette émergence qu'on est en train de voir depuis 2 décennies sur donc les questions qui relèvent de la condition des femmes, mais aussi de la condition de l'homme en général. Il ne s'agit pas de réfléchir sur les questions qui portent sur la thématique femme, mais plutôt sur l'humain, sur le spirituel, le rôle de la religion dans la cité, dans c'est-à-dire comment combiner notre citoyenneté et notre spiritualité, etc. Donc, comme vous savez tous, bien que les ulama affirment que les femmes musulmanes n'ont jamais été exclues de toute participation à la culture, les chercheurs, surtout celles qui travaillent sur l'histoire des femmes, et le Gender Studies et l'islamologie refusent cette idéalisation des alimettes, donc ils maintiennent qu'il est nécessaire aujourd'hui de reconnaître que le savoir religieux a été toujours sous le monopole des hommes. Et là, nous avons des recherches qui ont été faites et qui montrent avec des preuves comment on a négligé la voix des femmes, comment on a mentionné les noms des femmes, mais pas leur position, leur réflexion, leurs idées, etc. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le genre masculin qui a défini la réflexion théologique. Qu'advient-il quand on prend vraiment en compte le genre féminin, quand on donne la voix aux femmes? Pour porter quelques éléments de réponse à cette problématique, nous avons choisi d'analyser, donc, premièrement, l'interaction des femmes dans les salons islamiques, les forums de discussion féminin, les galas, etc. Il y a plusieurs espaces maintenant qui sont ouverts et les femmes s'investissent. Et donc il y a une réappropriation de l'espace public et de la voix. Cette interaction reflète, à notre avis, une affirmation de la femme musulmane par le savoir religieux et une autre façon de faire de la théologie. La deuxième partie de notre intervention, nous allons donc analyser les travaux de quelques théologiennes, islamologues, sociologues, etc., qui remettent en question la domination d'un modèle d'interprétation des textes religieux dictés par des hommes sous couvert de règles religieuses. Nous essayons, à travers l'analyse de ces 2 exemples, de montrer comment ces nouvelles mobilisations ouvrent la voie à un réformisme contemporain et à une transformation du religieux. Premièrement, donc, espace féminin d'apprentissage religieux. Il s'agit de plusieurs espaces, en fait, parce que quand on voit cette mobilisation des femmes aujourd'hui en France, en Italie, en Arabie Saoudite, et en Égypte, en Tunisie, etc., elle reflète cet engagement associatif des femmes. Donc, elles sont visibles aujourd'hui, elles ont émergé et on reflète leur histoire, leur partage d'échanges, etc., sur l'Internet, sur les pages Facebook, etc. Bien que les féministes en terre d'islam revendiquent la mixité comme condition sine qua non à la pratique de la citoyenneté, l'épanouissement et à l'acquisition du savoir pour les femmes, certaines empruntent une voie inverse de leur propre chef et forment des mouvements de structuration féminin autonome en se fondant sur l'apprentissage religieux et la mise en exerce des discours de piété. Ainsi, la dichotomie féminin-masculin est maintenue. Ces femmes veulent imposer la dichotomie spatiale plutôt que de la subir. Elles semblent par là renverser les logiques des stigmates. Et là, je peux vous indiquer comment on a ces dernières années vécu une certaine polémique entre des féministes
Parfois, ce sont des féministes radicales, dans d'autres conditions, des féministes qui n'ont pas accès à ces textes religieux, qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi le travail de ces femmes, etc. Elles ignorent le travail des anthropologues dans le domaine de l'anthropologie religieuse. Et elles maintiennent cette position. Nous sommes dans un État laïque, nous sommes dans un autre ère. C'est le XXe siècle, donc on est là, donc on demande de travailler ensemble, hommes, femmes, peu importe, donc d'où la nécessité de créer un espace d'échange entre les deux sexes. Il n'y a pas moyen de bâtir ces lieux réservés uniquement par les femmes. Mais à l'opposé de cette position un peu rigide, ces femmes qui s'engagent dans l'associatif donc, réclament leur droit de créer leur propre espace donc, pour les femmes, sans négliger bien sûr l'aide des hommes. Les hommes sont là et ils peuvent intervenir pour porter un peu d'aide pour l'organisation d'un séminaire, d'un débat, etc. Mais ils sont discrets, donc, mais c'est un espace libre pour ces femmes. Pourquoi justement réclamer un espace féminin? Ces femmes nous expliquent pourquoi un espace féminin. Il s'agit de se libérer, donc on peut enlever notre voile, on peut donc vivre une certaine convivialité entre sœurs musulmanes, on peut donc parler de nos propres soucis en tant que femmes, on peut par exemple donc, témoigner, on peut réfléchir sur une question épineuse dans notre vie quotidienne, etc., sans sentir vraiment ce souci donc d'être embarrassé quand il s'agit d'une présence masculine, etc. Donc, c'est une forme de libération pour elles, donc pour s'exprimer, pour avoir cette voix. En termes de lecture, les femmes musulmanes ont un choix large de manuels. Il y a des DVD, il y a d'autres supports, des films. On peut discuter sur un film qui porte sur la question religieuse. On peut parler d'un documentaire sur, par exemple, on a vu le bouddhisme, donc comment il a été perçu par ces femmes musulmanes, etc. Un débat qui suit, fort intéressant. Et il y a des interrogations qui suivent et des préoccupations qui sont dites propres à leur sexe. Des forums de discussion féminins sont également mis en place via Skype, Paltalk ou toute autre plateforme de chat. Donc, ces femmes maîtrisent l'outil informatique, elles s'insèrent dans cette culture du XXIe siècle, donc globalisées, elles savent manipuler ces formes donc, de communication moderne. Ces femmes se réunissent autour parfois d'une personnalité ou d'un texte. Donc, parfois du Coran, il y a des scènes d'apprentissage de la récitation de quelques versets du Coran, des compétitions, il y a des conférences de chat, etc. Cette forme de rencontre fait écho au salon littéraire dans l'histoire, bien sûr, arabo-musulmane, mais aussi dans l'histoire française, européenne, etc. Ces salons de femmes cultivées, intellectuelles, qui ont donc une certaine connaissance, un savoir à partager avec les autres. Elles excellent dans des domaines, la poésie et bien évidemment la langue, donc l'éloquence, etc. Et donc, elles font revivre cette tradition de salon islamique, donc, ou salon féminin, etc. Et c'est une forme de mettre en exergue ce savoir. Je vous montre quelques activités. Donc, voilà un dimanche, donc, comment elles présentent leur activité. Il y a les valeurs à Tawhid, donc l'unité, l'éducation, l'adoration,
le foyer, l'importance du foyer, l'importance du mariage, l'importance des sciences aussi. Donc une journée dédiée à la femme avec 2 conférences présentées par notre sœur bien-aimée Fouraya, donc autour des points fondamentaux qui régissent la vie de la femme musulmane. Bien sûr, il y a ces stéréotypes qui persistent, le rose pour les femmes, il y a ce etchador, donc la femme elle est invisible, donc c'est plutôt les valeurs qui sont mises en relief, c'est pas le corps des femmes, etc. J'ai moi-même assisté en Arabie Saoudite donc à une halaqa, au Liban aussi à une halaqa, mais il y a donc cet apprentissage du Coran, mais aussi une interprétation de quelques versets. Mais ce qui est peut-être différent au Liban, c'est qu'on invite d'autres membres de la communauté maronite, druze, etc. Ils peuvent assister et on donne ce cours. C'était une expérience très importante et ça m'a beaucoup touchée parce qu'on a présenté une interprétation de la sourate donc Marie, dans le Coran. Il y avait une interprétation islamique et une interprétation basée sur la lecture disons chrétienne, comment Marie est perçue, etc. Et à travers cet échange, on peut trouver un espace de convivialité, de réflexion ensemble. C'est un bon exercice pour les 2 communautés, comment on peut créer un lien, une rencontre, un partage, une richesse et bâtir. C'est-à-dire, c'est un espace qui nous permet de construire cette convivialité. Selon ces femmes, la division permet une détente chez les personnes invitées. Elles osent des tenues plus légères, bien qu'assez larges. Surtout, elles optent pour une toilette plus raffinée. Donc, d'où ici, quelques-uns ont critiqué ces espaces parce qu'il y a un paradoxe. On vit dans la modernité, on vit dans cette culture de consommation. Donc, il y a même après les conférences, il y a lieu à un espace pour le marketing. Donc, on peut acheter des produits cosmétiques, du parfum, etc. Donc, la coquetterie féminine existe. Donc, c'est une activité intellectuelle, bien sûr. Et il y a donc certaines féministes ont critiqué cet aspect. Elles disent que là, il y a un malaise quelque part. Pourquoi ces femmes, d'une part, elles réclament cet espace uniquement féminin et elles vendent, donc elles s'approprient cet espace pour la spiritualité, mais en d'autres parties, quand on creuse un peu davantage dans ces manières d'organiser ces rencontres, etc., on trouve bien évidemment l'émergence d'une activité qui met en relief la beauté de la femme, c'est-à-dire il y a le maquillage, le soin des ongles, le travail soigné de la coiffe, bijoux, etc. Ces femmes revendiquent leur statut de femme musulmane qui acquièrent un savoir sans la nécessité d'une présence masculine. C'est à travers cet aspect que l'autonomisation de la femme musulmane par l'intellect a pris corps. Elles sont ainsi maîtresses de leur pensée parce qu'elles pensent qu'ayant ce pouvoir de réciter le Coran ou d'interpréter quelques versets du Coran, elles ont déjà leur pouvoir. Et elles ont cette posture en tant que femmes savantes. Et c'est à travers cet aspect que ces femmes ont confiance en elles. Donc, elles peuvent critiquer leur tradition, elles peuvent donc critiquer leurs textes, etc. Et c'est dans ce sens qu'elles revendiquent le port du voile. Il n'est plus donc imposé par la famille, mais c'est un choix personnel. Donc c'est elles qui ont décidé de porter
le voile après avoir réfléchi, après avoir fait ce voyage dans les textes, si je peux dire, et c'est une réflexion personnelle. Donc, elles s'inscrivent uniquement dans un champ féminin. Là, il y a un forum de la femme musulmane basé sur le Coran et la Sunna. C'est une page sur Facebook. Pardon. Ces femmes donc défendent la notion de la piété et l'épanouissement par le savoir à travers des habitudes islamiques ritualisées. Donc, elles contrôlent les attitudes, le lexique de quelques-unes, la manière de se présenter, etc. Donc, elles sont très attachées à cette manière de vivre autrement, donc selon ce qu'elles conçoivent comme représentatif de la vie musulmane. Notons que la mise en avant de la piété est inscrite dans un cadre moderne et valorisé. Qu'il s'agisse d'Internet, d'un gala ou d'un cours, les femmes deviennent maîtresses exclusives d'un espace physique ou imagé. Donc, quand on parle d'Internet, bien évidemment, nous sommes là sur un espace de communication qui n'est pas physique, mais imagé. Cet investissement de l'espace concourt au processus d'autonomisation de genre dans le domaine du savoir religieux. Là, on peut citer les travaux de Sabah Mahmoud, Politique de la piété, le féminisme à l'épreuve du renouveau islamique. Aussi, Narwa Sofia, dans son article intitulé Prédicatrice de salon à Héliopolis, vers la salafisation de la bourgeoisie du Caire. Et aussi, mon travail, donc, il est sous presse, New Media and Preachers, Women Preachers in Islam. Toutefois, d'autres initiatives montrent que le masculin n'est pas exclu. L'expérience de guider la prière s'insère dans un champ varié, mixte et public. Et là, je passe à une autre expérience. Donc, l'expérience de guider la prière s'insère dans un champ varié, mixte et public, en Asie, en Occident ou ailleurs. Elles sont de plus en plus nombreuses à revendiquer la mixité et une place à part entière dans la mosquée. Certaines sont même devenues imams. À Los Angeles, la première mosquée réservée aux femmes a ouvert en février 2015. En Grande-Bretagne, une mosquée gérée par des femmes a ouvert ses portes en 2018. Ainsi, en France aussi, récemment, il y a toute une polémique à propos de cette mosquée ouverte à la communauté gay aussi, musulmane. Ici, nous sommes face à un leadership féminin. Donc, ce n'est plus des femmes qui se retrouvent avec le groupe. Donc, c'est l'identité féminine qui s'insère dans le groupe de femmes et qui trouve une certaine confiance dans le groupe. Là, c'est tout à fait à l'opposé de cet espace féminin, c'est un espace genré. On trouve donc une collaboration entre hommes et femmes et on répartit les tâches. Donc il y a des hommes qui présentent par exemple leur lecture, il y a des femmes qui présentent leur critique, leur analyse, etc. Il y a un débat fructueux, etc. Et ces académiciennes et activistes pensent que pour libérer les femmes et les hommes, une nouvelle relecture réformiste des textes, mais aussi une réforme radicale du fiqh, jurisprudence islamique, est essentielle afin que les musulmans et les musulmanes puissent affronter les défis contemporains. Et là, on a commencé par la première femme qui a guidé la prière, Amina Wadoud, aux États-Unis. Et comme vous voyez, la première rangée, ce sont exclusivement des hommes, alors que dans la pratique, le rituel de la prière en islam, c'est l'inverse, c'est les femmes qui doivent être après les hommes. La deuxième femme, c'est une yéménite, égyptienne, l'auteur progressiste Ilham El-Mena, qui réside en Suisse
et enseigne la Sciences Po à l'Université de Zurich. Elle fait partie de la Commission fédérale pour les questions féminines. Et elle est active. Donc, ce qui est spécifique dans le travail de ce deuxième groupe, c'est que ces femmes sont des académiciennes qui ne viennent pas nécessairement des sciences religieuses. Donc, ce sont des femmes qui travaillent sur l'anthropologie, sur donc les sciences po, l'économie, il y a même des biologistes, des médecins, etc. Et elles sont des professeurs ou des médecins, des sociologues, etc., mais en même temps des activistes. Donc, ces femmes font ce travail pour montrer qu'elles défendent leur droit d'exister en tant qu'interprétatrices des textes et en tant que leader dans leur communauté. Donc, Emina Wadoud et Ilham El-Mena mettent en scène et en mots un paradigme du partage. Ce qui est important pour elles, c'est qu'on arrive, hommes et femmes, donc à faire cette interaction et à partager des idées, des expériences, etc. Elles ne partagent pas l'idée des autres femmes qui pensent que c'est pour le retranchement dans une sphère purement féminine que les femmes oublient leur distinction de genre et ne se concentrent que sur leur but, à savoir la quête spirituelle. La quête spirituelle, on peut la voir dans un lieu mixte. Ilham El-Mena confirme que la prière mixte permet la transcendance des particularismes, l'ouverture de mosquées au placement libre et ouvert à tous, sans distinction de genre, d'orientation sexuelle, d'obédience, sunnite, chiite ou autre, d'ethnicité aussi, de classe, etc. Donc il y a la diversité. Donc fait l'objet de nombreuses polémiques depuis à peu près 3 ans maintenant, qu'on ne cesse de parler, et chaque année il y a un rassemblement de femmes pour guider la prière, et chaque année il y a une nouvelle actrice sur scène. Donc l'année dernière c'était Ilham El-Mena, cette année il y aura une autre. Donc certains fidèles s'étaient aussi plaints de la présence de femmes qualifiées de perturbatrices et de bruyantes. Un imam de la mosquée les avait même décrites comme une tentation qu'il valait mieux éloigner par pudeur. Voilà, et Ilham El-Mena, même la tenue, ce qui est symbolique, c'est qu'elle ne porte pas le voile. Donc c'est une autre manière de prier. Et derrière elle, la femme qui est en robe blanche, c'est une Allemande, donc islamologue allemande, donc, donc on a réparti, il y avait même après la prière, donc on a joué de la musique, et on a fait donc, des serments, etc. Voilà, l'appel à la prière. Là aussi, donc Muslim for Progressive Values aux États-Unis. Donc c'est une Malaisienne, celle qui est en rose, donc la dernière là, la première dame, c'est une imam malaisienne basée aux États-Unis. Et donc elle a filmé cette expérience. Nous pouvons visualiser l'expérience. Il y a un document qui s'appelle donc Imam, et il y a des chants, c'est-à-dire de la musique, donc elle a excellé dans l'appel à la prière en mélangeant plusieurs genres de musique. Ces femmes veulent s'ouvrir à d'autres pratiques religieuses, donc ce n'est plus les pratiques religieuses, la prière comme elle a été conçue et donc dans la pratique des musulmans. Donc elles ont aussi voulu changer la manière de vivre notre religiosité, donc même au niveau de l'esthétique, c'est-à-dire comment organiser ces rencontres pour la prière, au niveau du design,
les affiches, l'appel à la prière, etc. Et donc, il y a un autre rapport à la connaissance et donc pour montrer qu'il y a plusieurs manières plurielles d'être au monde. À l'opposé du jeu des identités, donc la première catégorie donc, réclame le repli identitaire soit sur l'identité de genre, donc féminine, ou l'identité musulmane. À l'opposé, cette deuxième catégorie de femmes, elles veulent aller au-delà de ces frontières. Donc il n'y a pas d'expérience authentique, mais plutôt plusieurs expériences. Et ces femmes refusent l'identité racine et considèrent l'identité comme relation. Donc c'est une construction continue comme produit jamais fixé d'une relationnalité, cette relation étant poétique, mystique, esthétique, etc. Les femmes qui ont adhéré au collectif Les Femmes dans la mosquée, maintenant c'est un grand network, entendent aussi développer des manières de vivre et de penser le monde qui mettent à égalité toutes les humanités et non pas qui mettent à égalité toutes les... elles ne veulent pas donc parler de musulmanes uniquement, donc parler d'expériences de femmes musulmanes, d'interprétation de textes religieux islamiques, etc. Mais plutôt, elles réclament un espace ouvert à toutes les religions et à tous les gens qui fournissent cet effort pour comprendre leurs textes. Ces initiatives réussies montrent qu'il y a des changements qui vont dans le bon sens pour les jeunes, les femmes et ceux qui ne se retrouvent pas dans la majorité des mosquées classiques, sans nécessairement chercher à se définir comme islamologue. Mais quel est l'apport des chercheuses en sciences religieuses? Donc, comme vous voyez, la première partie, j'ai essayé de focaliser sur deux expériences et surtout sur l'islam vécu par les femmes dans la pratique, dans la vie quotidienne. Dans la deuxième partie, donc, nous allons voir comment ces femmes font ce qu'elles appellent la déconstruction des textes religieux. À travers la déconstruction des textes et des discours, selon une vision laïque fondée sur les droits de l'homme, plusieurs femmes questionnent, interrogent, ouvrent le débat sur plusieurs questions épineuses, telles que l'égalité dans l'héritage, le mariage de la musulmane avec le non-musulman, etc. Et cette année, comme vous le savez, l'année dernière c'était au Maroc, donc le comité des droits de l'homme a fait une polémique quand il a demandé au roi d'appliquer la règle à part entière, donc égalitaire entre les femmes et les hommes. Cette année, c'est plutôt un mouvement tunisien, donc femmes tunisiennes, mais aussi il y a la volonté politique qui met en jeu cette demande féminine. Donc nous attendons dans quelques mois, le Parlement va voter pour ou contre cette loi pour l'égalité dans l'héritage. Mais durant ces mois, nous avons vécu, soit dans les chaînes de télévision, les radios, à part les médias, il y a eu des conférences dans plusieurs universités, plusieurs espaces, des fondations ont créé une polémique en cherchant à savoir ce qui est derrière cette action. Donc, est-ce, comment on dit, state féminisme, donc, qui règne toujours en Tunisie, ou est-ce la volonté de femmes pour éliminer toute forme de discrimination, etc. Bon. Mais à part l'égalité dans l'héritage, il y a d'autres demandes. En fait, il y a des demandes économiques, politiques, etc. C'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire la culture de la citoyenneté, que ces femmes se positionnent. C'est une autre posture. Il ne s'agit pas de travailler sur ces textes religieux
en se réclamant, c'est-à-dire l'identité d'une femme musulmane, mais plutôt en tant que citoyenne, qui appartient à cette société. Nous avons le droit de donc lire nos textes, comprendre notre tradition et prendre une position. Bien évidemment, nous avons les outils pour faire cela, ce travail de déconstruction. On ne peut pas s'aventurer sans les ABC de ce travail. Et là, le principal outil conceptuel qui réunit ces différentes formes du féminisme critique, c'est l'intersectionnalité. Donc, il y a, bien évidemment, on peut analyser ces textes en se basant sur plusieurs méthodologies. Il y a l'analyse du discours, il y a la philologie, il y a l'anthropologie religieuse, la sociologie religieuse, il y a donc le symbolisme. Il y a plusieurs méthodologies qui nous aident à prendre en considération ces questions. Mais aussi, à travers cette perspective genrée, il y a aussi un regard porté sur les questions de race, de classe, de genre, de sexualité dans l'analyse et la lutte autour de questions genre. Nous avons choisi donc de mettre l'accent sur le travail de la théologienne marocaine. Elle est médecin biologiste. Donc, elle a dirigé le centre d'études féminines en islam au Maroc, Asma al-Mrabit. Elle a beaucoup publié sur la question femme, donc islam et femme. Les questions qui fâchent, c'est croyantes et féministes, notre regard sur les religions, femmes et hommes dans le Coran, quelle égalité. Ce qui est intéressant dans le parcours de Asma al-Mrabit, c'est qu'elle est inspirée par le modèle de théologie libératrice et elle défend une nouvelle lecture contextualisée et antisexiste du Coran. Les gens ont besoin, selon elle, de donner un sens à leur vie. La religion ne doit pas être vécue comme un repli identitaire, mais comme une spiritualité libératrice. Donc, elle critique la posture des hommes de religion. Selon elle, le religieux ne donne qu'une éthique et des valeurs, justice, raison, égalité. Donc, des valeurs, c'est un système de valeurs. Il n'édicte pas les lois. La diversité des habits religieux a toujours existé et n'a jamais empêché l'islam d'évoluer. Donc, elle met en relief la diversité dans la lecture des textes religieux, et elle critique aussi la domination des religieux dans la terre d'islam qui ne veulent pas ouvrir cette branche pour permettre de réformer l'islam. Les salafistes disent d'elle qu'elle est apostate, carrément occidentalisée. Récemment, elle a soutenu le mouvement de l'égalité dans l'héritage et elle a été exclue de Rabita al-Muhammadiyya. Elle ne fait plus partie de cette autorité religieuse de renommée au Maroc. Le verset problématique sur l'héritage qui pose qu'une femme hérite de la moitié de ce que l'homme hérite est enseigné comme un fait absolu sans la moindre explication ou prise de recul. Du coup, le garçon sort avec l'idée, confrontée selon lui par l'islam, qu'il est supérieur et la fille se voit dévalorisée. Or, il suffirait de le replacer dans ce contexte historique lors de la révélation du texte, pour changer la donnée. Si cela pouvait avoir un sens à cette époque où le frère était censé prendre en charge financièrement sa sœur, ce n'est plus le cas dans une société où les femmes travaillent et s'assument financièrement. Donc pour elle, cette analyse aboutit à la réforme de cette lecture des versets, d'où l'appel à cette lecture égalitariste
du texte. Pour Asma al-Mrabit, la finalité du Coran, c'est la justice. Donc, ces femmes travaillent surtout sur l'égalité et justice sociale, sous plusieurs aspects. Le deuxième exemple, c'est Zahra Ali. Donc, Zahra Ali, c'est une Irakienne. Elle est basée en France. Parmi ses livres, donc, nous pouvons citer Féminisme islamique, Women and Gender in Iraq, Between Nation Building and Fragmentation. Zahra Ali veut inciter les femmes à retourner les textes sacrés contre le patriarcat, s'élever contre les autorités politiques et religieuses. Donc là, le paradigme politique est bien visible. Donc on ne peut pas travailler sur la religion sans réformer l'élite politique qui bafoue les droits des femmes. Elle propose ainsi de décoloniser le féminisme hégémonique et résister à la modernité destructive et excluante. Et actuellement, il y a beaucoup des écrits sur la décolonisation du féminisme. Pour Zahra Ali, le religieux doit être moteur de lutte de libération, d'égalité et de justice sociale. Décoloniser la connaissance, le savoir, c'est revenir à la connaissance dans toute la multiplicité de ses formes, adopter un regard réflexif et affirmer que tout savoir est situé. Donc, on peut parler des contextes. Donc, prendre en considération les textes religieux dans leur contexte pluriel. Conclusion. Le concept genre écrit de Lise Couture signifie que les savoirs sont situés, que la position de sexe, genre, femme ou homme importe pour l'énonciation. Il met en question le savoir universel. La première chose que l'approche de genre, l'approche féministe ou celle des masculinités nous a fait désapprendre est précisément l'idée d'une position et d'un savoir neutre. Dans le domaine du discours universitaire, voilà une révolution. Cette révolution ne pourra se faire qu'à travers deux grandes réformes parallèles. Celle de la réforme du champ politique. L'islam donc a besoin d'espace de liberté et de démocratie. La deuxième réforme, c'est la réforme radicale de la production intellectuelle musulmane. Ces exemples montrent comment certaines musulmanes se sont construites en sujets croyants à travers un itinéraire de renaissance. Donc ce n'est plus les femmes sujets d'écriture des hommes, comment on réfléchit sur les questions féminines dans les textes de Fuqaha, ulama, etc. Mais ce sont des femmes agents of change. Donc elles peuvent changer leur société, elles ont leur propre discours et elles font plus que ça. Elles font la redécouverte de l'islam et elles montrent que cette redécouverte, elle perd avec une mise à distance de l'héritage familial. Investissons les mosquées, s'appropriant le lexique religieux et s'imposant comme des modèles communautaires, ces musulmanes détournent l'autorité religieuse orthodoxe et la critique en se la réapproprient. Dans ce contexte de politisation de l'islam, les discours et pratiques militantes passent rapidement de la mosquée et du milieu académique à l'espace public, où ils s'articulent à partir d'une critique multiple. Mais cette mobilisation visant à la relecture des textes sacrés et la réhabilitation du rôle des femmes dans l'histoire musulmane pose plusieurs challenges. Dans le contexte socio-culturel actuel, leur discours appelant à la réforme de la pensée musulmane se limite souvent à des pétitions, des conférences, des ouvrages, des vidéos où elle affirme une posture clairement élaborée sans pour autant que celle-ci soit tout à fait influençante. Donc ça reste entre cercles, entre femmes et leur travail n'est pas visible. Merci.